Bonjour et bienvenue sur La Bascule, le podcast qui révèle ta véritable nature. Ici, on va parler enfance, ambition, rêve, formation, objectif, argent. Des rêves d'enfants en passant par les obstacles, ces instants d'excitation ou encore d'épuisement. Vos influences, les injonctions et ce moment divin où tout bascule. Certains parlent de déclic, souvent il s'agit d'une rencontre, celle qu'on a imaginée, car oui, attention à vos rêves, ils se matérialisent. Gardez la foi toujours et osez devenir enfin celui dont vous rêvez. L'intention de ce podcast est de réveiller la force qui est en vous. Devenez l'artiste, le sportif, l'entrepreneur que vous rêvez d'incarner. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une femme authentique et singulière, de celles qui transforment l'obscur en clarté et vitalité. Animatrice radio, télé, son moment de bascule à elle lui a donné l'impulsion d'écrire son tout premier roman, Chérie. Un livre inspiré par son expérience. Un polar devenu best-seller. C'est avec Sophie Cos que nous sommes aujourd'hui. Bonjour Sophie. Dis donc, je suis hyper flattée. Bonjour Soledad. C'est beau comme introduction. C'est Merci. ton livre qui est Merci. juste bouleversant. Chérie, on va parler de ton parcours, de ton objectif et surtout de ta résilience. Mais pour commencer, la devise de ce podcast est « Ose devenir celui dont tu rêves ». Qu'en est-il pour toi en cette année 2026 ? J'ai réussi à devenir ce dont je rêvais depuis très longtemps, c'est-à-dire écrivain. Parle-moi de ton enfance. Tu rêvais de quoi, enfant ? Écrivain. C'est vrai ? Oui, Non. ça fait vraiment, je pense depuis toujours que je porte l'écriture en moi. J'ai commencé à écrire, je devais avoir, je pense, très vite, 6-7 ans, je commençais déjà à écrire des poésies. Après, vers l'âge de 10-11 ans, je me souviens, j'ai commencé à écrire des premières nouvelles. J'écrivais des nouvelles. J'écrivais déjà des polars. Je me rappelle de mon premier, en tout cas première nouvelle, ça s'appelait Les larmes du crime. Je me souviens, mais je tapais à la machine à écrire à l'époque. Et j'écrivais déjà, mais je lisais énormément en fait. Donc j'ai toujours été dans le monde de la lecture, de la littérature. Les larmes du crime. Ouais, les larmes du crime. Et je me Waouh. rappelle, et à l'époque, c'est marrant parce qu'il n'y avait pas encore toutes ces histoires d'ADN. Et c'était l'histoire d'un tueur en série qui pleurait sur les lieux du crime. Et donc, on le retrouvait comme ça. Et en fait, c'est bien avant même de savoir qu'on allait pouvoir retrouver les gens avec leur ADN. Donc, je ne sais pas, j'aurais dû peut-être être dans la police scientifique. Mais j'avais déjà eu cette idée. Voilà. Tu as été abandonnée à la naissance. J'ai du mal à dire cette phrase comme ça. Mais c'est celle que tu dis toi. Tu dis également que cet abandon trace ta relation aux autres, plus particulièrement en amour. Raconte. Alors oui, je pense que le fait d'avoir été en effet abandonné à la naissance, c'est une grande blessure, un grand vide dès le début de la vie en fait. Avant même le début de cette vie-là, je sais que ma mère biologique a eu une histoire extrêmement douloureuse, même au moment où elle me portait. Donc ça, c'est une histoire qui m'appartient, mais qui est une histoire qui porte beaucoup de souffrance. Donc, je pense que ça, je l'ai aussi vécu, puisqu'on vit évidemment intra-utéro tout ce qui se passe pour la mère biologique. Et puis ensuite, ça conditionne forcément parce que la première question qu'on se pose, je crois, quand on est un enfant abandonné, c'est pourquoi on m'a laissé en fait. Est-ce que j'étais pas valable ? Est-ce que quel était le défaut que j'avais pour que finalement je sois pas aimable ou suffisante ? Donc on vit avec ça toute sa vie. Et cet abandon t'a mise dans les bras d'une personne qui ne t'a pas fait du bien, une relation toxique avec un pervers narcissique. Décris-nous en quelques mots cette relation. Alors, en quelques mots, c'est difficile parce que j'en ai fait 440 pages. J'avais beaucoup de choses à dire, je pense, sur le sujet, qui est un sujet assez fascinant, en fait, au fond. C'est vrai que, comme ça ressemble, en fait, c'est une espèce de mascarade, de A à Z. Et donc, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à discerner, à comprendre. C'est vraiment un cheminement, tout ça. Donc, on en fait l'expérience, on expérimente dans la vie ce qui se passe avec ce genre de personnalité. Et puis ensuite, on comprend ce que ça raconte de nous aussi. Voilà, pourquoi on y est allé, pourquoi on a dansé cette valse à deux, pourquoi on est resté, pourquoi on y retournait, qu'est-ce qui se jouait à ce moment-là, qu'est-ce que ça raconte de nous.
Ça, c'est bien après, évidemment. C'est tout un chemin de compréhension. Sur le moment, on se dit, mais d'abord, on ne comprend pas très bien ce qui nous est arrivé parce qu'on est dans la honte, dans la culpabilité, dans la peur. C'est ça vraiment qui prend le dessus. Et puis ensuite, il y a ce chemin de compréhension de l'autre aussi, parce que je pense que avoir conscience que l'autre est malade fait que ça atténue quand même beaucoup la colère. On se dit, au fond, on n'y peut rien, quoi. C'est comme ça. Ça atténue la colère, mais pas la douleur. Cette douleur qui t'a inspiré ce polar de 400 pages que j'ai dévoré. Quel nom, Chérie. Quelle douceur et quelle violence à la fois pour l'histoire de ces 5 femmes qui ne se connaissent pas. Raconte-nous comment tu as commencé à écrire. C'est quand cette histoire s'est terminée. À quel moment tu as commencé à écrire ? Alors, le processus d'écriture, il s'est mis en place, je dirais, quelques mois après l'ultime rupture. Parce qu'en fait, c'est ce que je raconte aussi dans le livre, c'est que à chaque fois que je partais, en fait, qu'il y avait rupture, il y avait retour. Je savais, en fait, au fond de moi, que j'allais y retourner. Donc, la plupart du temps, d'ailleurs, je pense quasiment tout le temps, c'est lui qui venait me rechercher, mais j'y retournais, hein, comme on retourne prendre de la drogue, comme on retourne vers une addiction. Cette fois-ci, je ne sais pas comment je peux l'expliquer, mais je savais que j'y retournerais pas. Enfin, c'était évident que je n'y retournerais pas. Et en effet, elle s'est pas du tout faite de la même manière, cette rupture et cette prise de conscience. En fait, c'était juste pour moi. Ça y est, j'avais suffisamment compris, je pense suffisamment... j'étais OK avec tout ce qui s'était passé et je savais qu'il fallait que je passe à autre chose. Et je pense que en effet, le processus d'écriture, ça s'est imposé assez vite. Donc, je dirais quelques mois après, j'ai commencé à écrire les premières lignes de Chérie, en ayant en tête assez clairement déjà ce que le livre allait être. C'est ça, parce qu'il est tellement intelligent et impactant. C'est un polar, donc on rentre, on le lit vraiment très rapidement. Et en même temps, c'est un livre psychologique. C'est-à-dire qu'on a... pour celles qui vivent cette emprise, ça peut être libérateur. Et pour ceux qui ont juste envie de lire un livre bon polar, on rentre dedans. Quelles ont été les démarches que vous avez mis en place pour renaître après avoir vécu cette relation si douloureuse avec ce vampire émotionnel comme vous décrivez ? Alors, je pense que déjà, c'est tout comprendre. Compulser, comprendre, m'informer, tout simplement, essayer de voir ce qui se joue derrière ça, derrière le trouble de la personnalité narcissique. Je pense que j'avais beaucoup de questions. La première, je pense que c'était pourquoi prétend-il m'aimer si l'unique but est de me détruire ? Pourquoi est-ce que ces personnes-là ont besoin de détruire l'autre pour exister ? C'est difficile à comprendre quand on est... C'est terrifiant. Vous dites, il vide sa proie. Oui. C'est très troublant, cette perversité. La joie de l'autre le rend fou. C'est des choses qui sont... Oui, c'est très troublant parce qu'en fait, il y a des cases, en fait, des choses auxquelles, finalement, lui n'a pas accès. Donc, il essaye de venir les prendre chez la proie, mais en fait, elles ne font qu'infuser chez lui, mais elles se révèlent pas chez lui. Donc, il vous prend votre joie, il vous suce votre joie, mais vraiment, il vous l'éradique jusqu'à la moelle. Et c'est pas pour autant qu'il va la ressentir. Donc, il n'arrive même pas lui-même à ressentir ce qu'il essaye de prendre chez l'autre. Donc, c'est sans fin, en fait. C'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas, vous, dans un état d'épuisement, de vide total, c'est comme une espèce d'enveloppe corporelle vide. En fait, il y a l'âme qui s'en va, il y a tout ça qui part avec lui. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on y retourne. Je trouve que c'est hyper intéressant. C'est que... on a envie de venir rechercher ce qui nous appartient aussi. Vous parlez d'addiction, de pics de dopamine, de cortisol. Gwendal Marimoutou nous parlait de pédocriminalité. Jordan Deluxe d'harcèlement. Vous parlez de pervers narcissique et de un mot que j'ai découvert, le love bombing. Oui. Qui est ensuite suivi d'humiliation. Vous dites, j'avais l'impression d'être avec Jafar, alors qu'il me semblait avoir rencontré Aladdin.
Comment ça s'est passé, la rencontre avec lui? Alors, moi, j'aime pas tellement justement parler de pervers narcissique. Je vais plus facilement parler de prédateur. Pervers narcissique, c'est un mot qu'on met un petit peu à toutes les sauces. Et c'est vrai qu'il y a justement des cases très particulières et très précises, on va dire cliniquement, qu'il faut cocher pour rentrer dans cette catégorie, on va dire, de personnalité avec un trouble narcissique. Donc après, moi, je suis pas psy, mais vraiment, je trouve que c'est important de préciser qu'en effet, c'est un trouble de la personnalité et que le pervers narcissique, ça reste un terme qui a été employé aussi par un psychiatre renommé d'ailleurs, qui a écrit un livre qui est génial, qui s'appelle « Le pervers narcissique et son complice ». Donc ça existe, mais j'aime cette idée de prédation, en fait, parce que c'est vraiment ça. On est dans la relation prédateur-proie, et en effet, il y a des étapes. Et ces étapes-là, elles sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que quand on recueille les témoignages de femmes ou d'hommes, d'ailleurs, qui se sont fait piéger, parce que c'est vraiment un piège, cette espèce de prison émotionnelle dont tu parlais tout à l'heure, il y a vraiment de ça là-dedans. Tout est en fait fait par étapes. Donc il y a ce love bombing dont tu parles, qui en effet est... Mot que j'ai découvert. Ah oui, tu connaissais pas? Alors c'est marrant parce que... Alors peut-être, mais on en parle beaucoup. C'est vrai que maintenant... Et finalement, autour de moi, on m'a expliqué que c'était très commun. Oui, on en parle beaucoup. Il y a même des profils, par exemple, d'hommes ou de femmes qui le font et puis ensuite qui vont ghoster. Ça arrive souvent, ça, sur les applications de rencontres. Maintenant, on vit dans une espèce d'époque où on zappe les gens très facilement. Et donc, ça peut commencer par cette étape de love bombing, etc. Puis ensuite, hop, la personne disparaît. Lui, il va procéder plus ou moins de cette façon-là, mais vraiment, c'est un love bombing jusqu'à l'asphyxie, quoi. Il y a quelque chose vraiment de cet ordre-là, où on n'a pas le temps de réfléchir, où on n'a pas le temps de remonter à la surface pour prendre une respiration. On est constamment abreuvé, mais même bombardé, quoi, de love, en fait. Donc, c'est hyper agréable. Quelle était l'intention en écrivant ce livre? L'intention? Chérie, ouais. Ah, je sais pas. Je crois un d'abord... polar ou vraiment un outil pour toutes celles qui vivent cette situation? Au départ, franchement, c'était le plaisir d'écrire un polar. Je crois vraiment. Hein. Je pense que... Je me suis beaucoup posé la question parce que maintenant, ça fait plus de 2 mois qu'il est sorti et c'est vrai c'est devenu un best-seller et on passe de devenir vraiment le polar de l'été. Enfin, c'est fou ce qui se passe. Ça me dépasse même et ça me fait tellement plaisir, mais je ne m'attendais pas à ça en l'écrivant. Et effectivement, comme tu dis, le fond est indissociable de la forme. Donc, on parle beaucoup de l'histoire qui résonne aussi. Mais c'est vrai qu'à la base, ça me fait plaisir aussi quand on me dit « Ah, j'ai lu un bon thriller. Voilà, il y a du suspense, il y a des retournements de situation, on ne s'attend pas à la fin. » Enfin, tout ça me fait assez plaisir parce que c'est le travail d'écrivain. Et ensuite, parler de mon histoire personnelle, je crois que, en fait, ça s'inscrit tout seul dans le chemin maintenant. Ça va de soi. Le livre est édité chez Mazarine, rien que ça. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont écrit un manuscrit, raconte-nous quelles sont les étapes. Comment on trouve un éditeur? Faut-il écrire son livre avant de contacter un éditeur? Comment tu as fait, toi? Moi, alors, c'était assez simple parce que moi, j'ai travaillé dans l'édition déjà pendant 4 ans. J'étais dans un comité de lecture dans une jolie maison d'édition parisienne. Et donc, j'invalidais des manuscrits déjà. Donc, j'étais déjà un peu, on va dire, dans le sérail. Je ne me suis pas servi de mes contacts parce que ça faisait longtemps que j'avais quitté ce milieu-là et que j'avais plus tellement... En fait, les gens bougent beaucoup dans les maisons d'édition. Donc, la personne que j'avais en contact, d'ailleurs, ne faisait plus ça. Et c'est un monsieur qui avait plus de 85 ans, donc il n'était plus du tout connecté. Non, j'ai envoyé mon manuscrit à 2-3 maisons d'édition. Il n'était pas terminé, pas du tout. C'était les 5 premières scènes, donc les scènes d'exposition. Sans rien trahir, ça commence par le premier chapitre, c'est une scène de crime. Et ensuite, il y a ces 5 femmes qui parlent à la première personne. Qui ne se connaissent pas. Dans des scènes d'exposition de la vie courante, de la vie quotidienne, on va dire. Je n'ai envoyé que ça. Donc ça avec un manipulateur. Voilà, avec quelque chose, en tout cas, qu'elles ont en commun, qui est la manipulation, en effet. Mais j'ai envoyé que ça. Et ça a tout de suite pris. Et je me suis super bien entendue avec mon éditrice qui s'appelle Margot Russo, qui est une femme
merveilleuse, qui était pendant des années chez Albin Michel et qui maintenant est chez Mazarine, et qui est une éditrice remarquable et qui a fait un travail génial avec moi. Alors, moi, elle m'a fait confiance complètement, donc ça a été fantastique de travailler ensemble. Tu es désormais en vente aux côtés de grands auteurs. Ton roman rencontre un immense succès. Est-ce qu'en écrivant, tu imaginais un tel engouement ? Non. Bah non, franchement, je sais pas. Franchement, c'est ce que j'ai toujours dit à mes auteurs, parce que je travaille aussi avec des jeunes auteurs. Donc je leur disais, quand je les rencontrais, parce que de temps en temps, je les rencontrais pour des deuxièmes jets, je leur disais toujours, il faut pas écrire pour être lu, en fait. Il faut vraiment écrire pour soi. Je crois que la seule chose qui me faisait réfléchir pendant l'écriture, c'était le regard peut-être de mes enfants sur ces scènes un peu crues qu'il peut y avoir dans Chérie, parce que ce sont quand même 3 garçons, et il y a quand même des scènes, on va dire, intimes, oui, crues, en tout cas, brutes, comme elles sont, en tout cas, comme je les voyais et comme j'avais envie de les raconter. Donc c'est peut-être la seule interrogation que j'ai eue. Après, de me dire que j'allais avoir autant de succès, je l'espérais bien sûr, mais ouais, c'est super. Je suis tellement heureuse. Tu as été sous emprise 5 ans, 5 ans de souffrance, 5 ans de Chérie. Ce roman est si fort. Tes situations vécues sont bouleversantes. Et tu es si belle, intelligente, une vraie femme. On te sent indépendante. Là, tu me love bomb. Hein. Je te love bomb. Comment une femme si forte peut sombrer dans une relation si sombre ? En fait, les femmes qui y vont, et les hommes aussi d'ailleurs, qui sont des proies idéales, sont des femmes, on va dire, que tu viens de décrire. Donc, avec beaucoup de force, beaucoup de résilience, parce qu'il faut pouvoir encaisser, sinon ça ne les intéresse pas, les prédateurs. Beaucoup d'empathie, sont des femmes, des hommes qui vont prendre soin du lien. Parce qu'en fait, quand une relation comme ça arrive dans la vie d'une personne qui potentiellement peut être une proie, ce qui va se passer, c'est que peut-être que chez un autre sujet, en fait, les premiers signaux de dissonance, les premiers radars d'alerte vont être pris un peu différemment. Chez une proie, il va y avoir déjà beaucoup d'empathie. Donc, on va se mettre à la place de l'autre, on va essayer de comprendre ce qui se passe, les dysfonctionnements. Tiens, pourquoi ça fait 3 semaines qu'il me bombarde d'amour, effectivement, et puis là, il a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé ? La première chose qu'on se dit, c'est pas ce mec est un connard. On se dit, il a dû avoir un problème, ou alors j'ai dû faire quelque chose. Voilà les questions que se posent les proies. Contrairement, je pense, peut-être à une autre catégorie qui n'est ni mieux ni moins bien, qui va se dire, bon, allez, ça va pas, ça saoule, je m'en vais, je pars, au premier truc, c'est fini. Donc voilà, il y a ce terrain, on va dire, fertile de sensibilité, et puis probablement aussi une faille chez les proies de la peur de l'abandon. Pour tous ceux qui nous écoutent, à quel moment on doit passer le curseur de la toxicité de la relation ? C'est difficile ça comme question, mais... C'est une question qui est hyper intéressante, mais je pense que c'est extrêmement subjectif. Qu'est-ce que la toxicité pour les uns et pour les autres ? Par exemple, je me souviens qu'on s'était posé cette question-là avec une autre journaliste, et elle m'avait dit qu'elle aimait bien quand son mec était jaloux, parce que pour elle, ça signifiait qu'elle avait de la valeur à ses yeux, qu'elle était importante, qu'il s'en souciait. Pour moi, c'est impossible, par exemple. Voilà, c'est quelque chose que je ne tolère pas. D'ailleurs, il n'était pas jaloux, mon pervers narcissique, du tout. Il n'y avait pas ce truc-là. Mais il s'adapte, parce qu'il s'adapte. Voilà. Donc, il y a des référents, après, qui sont propres à chacun. La toxicité, aujourd'hui, elle va, comme je le dis, du ghosting. On peut appeler ça un simple ghosting. Mais c'est extrêmement douloureux de se faire ghoster par quelqu'un qui vous a fait croire que vous lui plaisiez. Enfin, je veux dire, à quel moment on n'est plus dans la communication ? À quel moment on bloque l'autre ? Qu'est-ce que ça veut dire, cette époque ? Je ne comprends pas. Pour moi, c'est extrêmement toxique. Ça va de ça. Je pense que la plus grande toxicité, pour moi, c'est pas le féminicide, c'est le suicide forcé. Et le suicide forcé, il y a une journaliste qui s'appelle Michel Fine qui en parle très bien, qui est une journaliste d'investigation,
qui a écrit un livre qui est assez fascinant là-dessus, qui a rencontré beaucoup de femmes. Ça représente 2,5 fois plus de femmes mortes que de féminicides. Et en fait, ces mecs-là, qui ont ce type de profil-là, c'est-à-dire ces prédateurs, qui poussent à la folie, la plus grande des folies, c'est de se foutre en l'air. Et c'est ce qu'ils font. Donc, la toxicité, pour répondre à ta question, Soledad, elle est d'un spectre extrêmement large. On est de quelque chose qu'on peut considérer de presque anodin, mais parce que c'est commun, en fait, c'est banal, à quelque chose qui nous révolte, qui nous étonne, mais à la fois qui est tellement sourd et silencieux qu'en fait, on ne le sait même pas parce que ça se passe dans les huis clos des maisons. Qu'est-ce que tu pourrais dire à l'entourage des victimes, ces amis qui se disent « Ah mais non, elle tombe, mais elle manque de force, de discernement encore, mais elle est folle, elle devrait prendre des antidépresseurs ». Qu'est-ce que tu peux dire à l'entourage ? Alors déjà, de ne pas juger, parce qu'en effet, on est dans un process d'addiction. Donc le process d'addiction, par exemple, quand on reproche à un addict de manquer de volonté, je pense que les addicts sont ceux qui ont le plus de volonté. Tu demandes à un fumeur qui a plus de clopes d'aller en chercher, il va aller faire 3 fois le tour de la Grande Couronne pour aller chercher un tabac ouvert. Donc la volonté, c'est pas le problème de l'addict. Donc ça se situe pas là, en fait. Le fait de dire à une femme qui effectivement est tombée dans cette addiction, dans ce piège de pics de dopamine, de pics de cortisol, etc., qui ressemble comme de gouttes d'eau à de l'addiction, ce serait pas de lui dire tu manques de force pour t'en sortir. C'est contre-productif. Je pense que ce qu'il serait bon de faire, sans doute, c'est de ne pas juger, d'avoir beaucoup de douceur, d'essayer de comprendre aussi ce qui se joue, même si c'est pas facile, parce que quand on n'est pas concerné, je comprends parfaitement les gens qui pensent comme ça, parce que c'est ce qui vient à l'esprit. Enfin voilà, c'est ce qui vient en premier lieu à l'esprit. Pourquoi elle part pas ? D'ailleurs, moi, c'est le premier livre que j'ai lu quand j'ai eu envie de m'en sortir. C'est le premier ouvrage que j'ai lu, qui est un livre d'Anne-Clotilde Ziegler, qui a signé la postface de mon livre. C'est pour ça que j'ai fait appel à elle aussi, pour ce livre et pour cette postface, parce que c'est vraiment elle qui m'a fait comprendre des choses à travers ce qu'elle avait pu écrire sur l'emprise, etc. Et son premier ouvrage, enfin en tout cas celui que j'ai lu, c'est pourquoi je suis restée, ou pourquoi suis-je restée. Je suis désolée, j'écorche le titre, mais c'est vraiment la question qu'il faut se poser. Pourquoi elle reste, en fait ? Et la réponse, c'est pas parce qu'elle aime souffrir. Hein. C'est elle souffre et elle reste. Donc qu'est-ce qui se passe ? Et elle veut pas souffrir. Donc à un moment donné, c'est juste se dire mince, il y a un truc qui va pas, quoi. Alors comment on peut aider ? C'est très compliqué, c'est une question qu'on me pose souvent. C'est difficile parce que la proie est souvent dans un état à ce moment-là de victime, donc dans le déni de ce qui est en train de lui arriver. On protège aussi le prédateur parce qu'on se protège soi-même. Hein. Quand on a passé 20 ans avec la même personne, ou même 3, ou même 5, on se dit mais j'ai tellement investi aussi là-dedans. Il y a des femmes qui quittent leur travail, il y a des femmes qui font des enfants avec ces mecs-là, il y a des femmes qui se marient, il y a des femmes qui achètent une maison avec ces hommes-là aussi. Donc il y a une espèce de un peu... comme en finance, quoi, la loi de l'investissement. Tout ce que j'ai investi maintenant, c'était rien. En fait, ça a servi à rien. Donc, il y a cette espèce de déni, il y a cette honte aussi, cette culpabilité. Tout ça fait que la proie est vraiment sous cloche et que pour continuer à l'aider, ou en tout cas à l'approcher, la seule chose, c'est ne pas rompre le lien. C'est juste ça. La bascule, le déclic. Tu sais à qui tu me fais penser ? À Shakira, Rosalia, Jennifer Lopez, toutes ces femmes qui ont été très créatives après une immense douleur affective, amoureuse. Est-ce que tu penses que tu aurais réussi à écrire un si beau livre sans avoir vécu cette terrifiante histoire ? Écoute, en fait, j'avais aussi envie d'écrire justement sur l'abandon, sur ce que peut être le fait de faire famille, sur l'adoption, puisque c'est aussi mon histoire. Ça faisait des années que j'avais envie d'écrire. Et tu vois, je trouvais pas l'angle. Pourtant, l'histoire, c'est la mienne, hein, et je l'avais déjà. Et j'avais beaucoup de terreau, quoi, pour écrire déjà, de matière en tout cas, mais celle-ci, elle s'est imposée, quoi. C'est vrai que là, l'histoire, elle est sortie. Je peux te dire que j'ai accouché de Chéri en 1 an, j'ai écrit, ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que tu es connue pour ton ton direct, ton humour et ta franchise. Et quand on parle de ta vie personnelle, j'ai vraiment l'impression que tu as des ressources folles.
comme la positivité. C'est quelque chose que tu travailles quand tu as voulu te sortir de cette histoire. Tu as fait appel à quoi? À des chamans, à des voyants, à du sport. Qu'est-ce que tu as fait? Oui, en fait, j'ai coupé. Je me suis rendu compte d'un truc. Alors, c'est un truc que peuvent comprendre les addicts, les drogués. C'est quand tu cumules 2 substances toxiques en même temps, en fait, elles se percutent. C'est-à-dire que c'est pire que tout. C'est comme quand tu prends, je sais pas moi, de la coke avec de l'alcool, plus tu rajoutes de la cigarette, plus tu rajoutes, enfin tout ça. Et tout ça fait que ça fait des strates de toxicité. Donc il fallait absolument que je retire, en retirant le produit toxique de ma vie, c'est-à-dire cet homme-là, il fallait que je retire toutes les strates de toxicité qu'il y avait encore en dessous. Donc ça a commencé par 0 alcool. Mais vraiment 0 alcool. Et quand j'étais avec lui, je buvais d'autant plus. Alors, je ne vais pas du tout lui mettre dessus le fait que je buvais. J'avais déjà des petits problèmes avec l'alcool, c'est-à-dire j'avais un petit problème avec la modération. Et quand je commençais, j'avais du mal à m'arrêter. Et avec lui, ça rajoutait en fait une couche parce que forcément, on boit un peu plus pour oublier. Enfin, bon, tout ça est extrêmement vicieux. Donc 0 alcool. Et j'ai commencé à méditer, mais à méditer vraiment tous les jours, c'est-à-dire d'une manière extrêmement régulière. En fait, je pense que ce qu'il faut faire, en tout cas, moi, à travers quoi je suis passée, c'est vraiment changer mes habitudes, reprogrammer le cerveau. Ça prend pas tant de temps que ça. Ça n'est pas si difficile que ça. En fait, je me suis traitée véritablement comme une addicte. En fait, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir et pour me sevrer de cette relation. C'est vraiment ça. Donc, évidemment, 0 contact. Plus de contact. C'est même pas aller regarder quoi que ce soit. Ou essayer de comprendre où en est le gars. Mais même certaines personnes qui essaient de me dire « Ah, je l'ai croisé » ou « Hop, tout de suite, je bloque. » Je bloquais la parole. Je ne veux pas savoir. Mais d'ailleurs, je ne voulais pas savoir, en fait. J'avais besoin vraiment de me retrouver dans cette grotte. En fait... on est en convalescence, quoi, après une histoire comme ça. Mais vraiment, c'est comme ça que ça s'appelle. On a besoin de se reposer, on a besoin de se centrer sur soi. Donc, méditation, tous les jours. Au début, je me disais, mais qu'est-ce que je fous en position du lotus à 19h30 alors que j'ai qu'une envie, c'est de me boire une bière. Dépassement de soi, donc. Pas de bière. Méditation. Et donc, voilà, je regardais mes Heineken 0 en me disant... Et on en est là. Voilà. Après, Anne-Clotilde Ziegler est passée par là aussi parce qu'il me fallait une psy d'urgence qui comprenne le sujet de l'emprise. Il fallait vraiment que je sois avec quelqu'un qui n'avait pas besoin de décoder ce que j'allais lui raconter, qui allait tout de suite être dans, évidemment, le non-jugement, l'efficacité. Donc, j'avais contacté Anne-Clotilde Ziegler et j'ai contacté Marie-France Hérigoyen aussi, les deux d'ailleurs ont répondu positivement, mais c'était très compliqué d'avoir un rendez-vous, donc je les ai eus à l'usure. Et puis je suis partie avec Anne-Clotilde. Ça a été salvateur. Ouais, vraiment des habitudes, quoi. Une rigueur, du sport. Oh, j'ai fait du sport tous les jours. J'avais besoin en fait de sentir mon corps souffrir, mais d'une autre manière. Donc, c'était hyper important. Il fallait que mes muscles me fassent mal. Il m'avait fait tellement mal partout, lui, qu'il fallait absolument que je me réapproprie la douleur. Un peu comme les gens qui se scarifient. Voilà, il faut détourner la douleur et se la créer soi-même. Donc, évidemment, il n'était pas question qu'elle vienne de quelque chose de toxique. Il fallait que ça vienne de quelque chose de vertueux. Donc, c'était le sport. Sophie Coste, auteure. On va parler carrière, celle que tu as eue avant de devenir auteure. Dans les années 90, M6, TF1, France 2, raconte-nous tes débuts à la télé. C'est quelque chose que tu rêvais d'être animatrice? Non, pas du tout. Moi, je voulais faire de la mode. Donc, j'avais fait une école de styliste. Et puis, en fait, ça s'est fait vraiment par hasard. En fait, le début dans la télévision, c'était une rencontre avec un producteur qui était producteur de Fan 2 à l'époque. Et on s'est rencontrés un peu par hasard et il m'a dit qu'il cherchait une fille avec une énergie un peu comme la mienne. Et puis voilà, on a commencé à travailler ensemble. Cette énergie qui t'a même amené sur TPMP avec Cyril Hanouna. Oui, alors ça, c'était le plus récent, on va dire, juste avant que je commence T'as aimé ?
Moi, je me suis amusée complètement. En fait, moi, je suis arrivée sur C8 avec Éric Nolot. Parce que j'étais sur Paris Première, dans sa balance à Paris avec lui. On était ensemble au moment où il animait. Et en fait, l'émission s'est arrêtée. Et Éric est parti dans le groupe Canal. Je ne sais plus ce qu'il faisait à ce moment-là, mais je sais que Cyril lui propose une émission culturelle qui s'appelle De quoi je me mêle, qui s'appelait De quoi je me mêle. Et donc, Éric avait à la charge de créer sa petite bande de journalistes. Je me rappelle qu'il y avait Thierry Chaise. Thierry Chaise, c'est entre autres, c'est quand même Monsieur Cinéma, c'est la voix des Césars, etc. C'est un mec, c'est l'encyclopédie du cinéma français et international. Moi, je me retrouve aussi dans cette bande-là parce que Éric et moi, on s'entend super bien, que j'aime beaucoup cet homme-là, et c'est réciproque. Donc, on se retrouve tous les deux à faire cette émission-là sur C8. Et puis vient le Covid, et donc il n'y a plus de culture, il n'y a plus de théâtre, il n'y a plus de livres, il n'y a plus tout ça, il n'y a plus de cinéma, il n'y a plus... Enfin voilà, donc on se retrouve sans cette émission-là, un peu orphelin, et puis Cyril nous propose d'autres choses à ce moment-là. Animatrice radio, RTL, RFM. Bref, quand on découvre ton travail, Énergie, Chérie FM, ouais, beaucoup. On a l'impression que rien ne t'arrête. Pour toutes les femmes qui rêvent d'entamer une carrière artistique, animatrice, on nous écrit beaucoup, je veux faire de la télé. D'après toi, c'est quoi ton ADN? Tu as fait une formation, tu as dû trouver, je sais pas, tes sujets favoris. Quel conseil pour devenir une femme réalisée et prendre l'antenne comme toi? Non, alors moi, c'était pas mon rêve de départ parce que vraiment, je voulais vraiment être dans la mode. Et puis ensuite, le journalisme, je pense que ça s'est imposé à moi parce que j'avais cette nature, en fait, d'essayer de comprendre, de rechercher, de compulser, d'avoir aussi cette, on va dire, cette velléité de plume et de pouvoir résumer les choses, et les retranscrire. En fait, c'est le travail du journaliste, de faire ça, de pouvoir compulser et puis ensuite d'écrire des chroniques, etc. Et puis alors après, moi, je m'intéressais au cinéma, à la littérature, au théâtre. C'était vraiment mon truc. Donc, en fait, je suis devenue, par la force des choses, journaliste, on va dire culture. Mais parce que j'en avais sous le pied, que je savais de quoi je parlais. En fait, je pense que si puisque tu me demandes un conseil, si je peux donner un conseil, c'est de jamais aller contre nature, en fait. De faire ce qui vous plaît, vraiment, ce qui vous anime. Parce que là, c'est facile. Moi, quand j'arrive sur Paris Première, je me retrouve avec Mazarine Pinjot, qui est agrégée de philo, avec Éric Nolot, on ne se connaît pas, avec des mecs, David Abiker, etc. Enfin bon, quand même, les gars, ils en ont un peu sous la pédale. Ouais. Et moi, j'arrive de, je ne sais plus d'où, mais genre, pas d'M6, mais TF1, ou je ne sais pas où. Enfin, j'ai jamais fait mes preuves. Quoi, donc, tu veux dire par là que tu avais un petit... complexe d'imposteur. Syndrome de l'imposteur? Non, parce que moi, je savais que je connaissais mon sujet, mais personne ne savait que j'avais ça en moi. Personne ne le savait. Enfin, on ne me connaissait pas sous cet angle-là. Donc, j'arrive et il faut que je puisse asseoir ma crédibilité, en fait. Et ça se voit tout de suite quand vous connaissez rien à ce que vous racontez, parce que la littérature, c'est tout un bagage. Ce sont des valises de livres que j'ai lus avant. Donc, en effet, quand je vais voir le directeur de la chaîne et que je lui dis j'aimerais bien aller sur Paris Première pour bosser sur sa balance à Paris, la première chose qu'il fait, en fait, c'est pas qu'il me regarde pour voir si je suis mignonne ou pas mignonne, c'est qu'on va parler livres, en fait, on va parler cinéma. Et là, il va me dire, mais en fait, t'es passionnée. Je dis, oui, c'est pour ça que je viens de voir. Donc, il me dit, mais c'est super, il faut une meuf comme toi. Donc voilà, et l'aventure est partie à ce moment-là. Il y avait des choses, des exercices de style, probablement, dans lesquels j'étais un peu moins à l'aise. Quand on me demandait mon avis, par exemple, sur TPMP, sur des sujets médiatiques ou politiques sur lesquels j'avais pas forcément d'avis, je me sentais peut-être un peu moins à ma place. Tu es vraiment une femme extrêmement inspirante. Merci. Le mot qui me vient, c'est la traversée. La traversée et la résilience. Et tu es maman de 3 garçons. Ouais. J'ai découvert ça. C'est intéressant, je trouve. D'avoir 3 garçons? Ouais, 3 garçons après cette histoire que tu as pu vivre. Qu'est-ce que tu vas leur transmettre comme valeur? Ils l'ont lu, ton livre? C'est hyper intéressant parce qu'en effet, tu as un peu la responsabilité, enfin, même pas un peu, on a cette responsabilité de mettre sur le marché, entre guillemets, même si c'est laid comme expression, 3 hommes bien. Donc, il faut leur expliquer comment il faut se conduire, en fait, avec les femmes, dans la vie, en général, avec les autres, ne serait-ce que dans un rapport d'altérité, déjà. Et j'essaye.
Voilà. Je pense que je suis comme toutes les mamans, bien faillible. Mais j'essaye, quoi. J'essaye de leur donner déjà le sens de l'humour, de leur donner aussi l'idée qu'il y a quelque chose de vertueux dans le fait d'échouer, que c'est pas grave en fait. On se relève, on réessaye et justement l'échec transforme, je trouve. Enfin, c'est hyper important. Et ensuite, de leur dire que la tendresse, c'est le plus important. Et l'amour. Et Ouais. je te sais très amoureuse. Oui, je je me suis permets d'en amoureuse. parler parce que tu en parles et c'est ça Ouais. qui est réjouissant. Ouais. C'est que tu nous donnes énormément d'espoir, notamment quand on lit ton livre, notamment dans ce moment de bascule où on sent que tu as touché le fond et qu'on touche le fond pour donner cette impulsion. C'est important. C'est important en fait de toucher le fond. C'est pour ça que quand j'ai beaucoup de personnes de l'entourage de proies, de victimes, parfois des mamans qui voient leur fille sombrer avec un homme de cet acabit-là, en tout cas de cette engeance-là, et elles ne savent pas quoi faire. Elles sont démunies. Il y a une impuissance, on a envie d'aider, forcément, en plus, à plus forte raison quand c'est son enfant, mais ça peut être une sœur, ça peut être une amie, etc. Donc l'entourage, en fait, il faut sombrer, il faut aller, en fait, il faut toucher le fond, quoi. Donc tant que la personne, en tout cas la proie, la victime, on l'appelle comme on veut, n'est pas arrivée à sa propre limite, au fond de sa piscine, en fait, on peut essayer de le sortir, ça ne marchera pas, quoi. Donc il faut aller vraiment explorer tout ce qui est souterrain, tout ce qui est sombre aussi chez soi, pour pouvoir renaître. En tout cas, ça n'est que mon avis. Et tu incarnes bien la capacité à transformer pour retrouver sa vitalité, son énergie. Merci d'avoir partagé sans filtre ton histoire. Merci pour ce livre Chérie aux éditions Mazarine. Rappelez-vous, attention à vos rêves, ils se matérialisent. Alors Sophie Coste, merci pour ce partage et à très bientôt. Merci Soledad, merci.